Pouvez-vous vous présenter? Je suis Mimodia Ladyman, je suis activiste panafricaniste et essayiste en même temps. Mais mon métier de base, c'est l'informatique, donc je suis développeur web. Comment êtes-vous arrivé à l'écriture? C'est une bonne question. Vous savez, nous sommes des activistes, donc nous sommes des combattants de la liberté pour l'Afrique. Donc quand on est combattant de la liberté, à un moment donné aussi, battre les pavés de Paris, c'est bien beau, mais produire intellectuellement et aller dans un débat qui permet justement de faire passer notre message est beaucoup plus intéressant. Donc j'ai l'habitude de dire à chaque fois dans mes interventions que critiquer c'est bon. Et la plupart des activistes que vous voyez critiquent, mais ne proposent rien derrière. Donc moi, je me suis dit que je vais critiquer et proposer des solutions. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. C'est pour cette raison donc, que j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, tout en battant en même temps et au même rythme les pavés de Paris. Vous venez de publier un essai dont le titre est «L'Afrique humiliée, l'enfer de la vérité». De quoi s'agit-il? En fait, cet ouvrage-là, c'est un cri de cœur qui met en évidence les plus grandes difficultés auxquelles le continent africain est confronté, à savoir l'insécurité liée au djihadisme, le fameux djihadisme, à travers les accords de coopération qu'on a signés avec l'ancienne colonie, la France, à travers également la démocratie qui est détropicalisée, qui est venue d'ailleurs et qui ne répond pas à nos exigences culturelles, traditionnelles, coutumières, et aussi le rapport entre la société et la justice chez nous qui est de tout temps bafouée, malmenée, mais également l'arrivée de la Chine qui aujourd'hui pose un énorme problème pour l'Afrique. Et le prochain défi, ça va être vraiment de se consacrer et sur l'Europe, mais également, quand je dis l'Europe, c'est vraiment le monde occidental, mais également sur la Chine. On va essayer d'ouvrir notre front, mais vraiment un front dynamique contre la Chine. Vous avez abordé la question du franc CFA dans votre ouvrage. Le franc CFA, c'est quoi selon vous? Le franc CFA n'est rien d'autre que la traduction ou disons la dynamique française qui consiste tout simplement à confisquer, voilà le mot que je cherchais, la souveraineté du peuple africain. Et quand je dis souveraineté, parce que vous savez très bien que lorsque vous dites indépendant, alors que vous ne contrôlez pas votre économie, votre monnaie, ni votre politique budgétaire, cela veut dire que vous n'êtes pas indépendant. Et j'ai l'habitude de dire d'ailleurs que l'indépendance que nous avons en Afrique, c'est des indépendances du papier, du drapeau et de l'hymne. Donc les États africains ne sont pas indépendants jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous devons vraiment nous concentrer davantage sur cette lutte-là, sur cette monnaie qui aujourd'hui piétine la dignité du peuple africain. Parce qu'on doit contrôler chez nous. Et c'est à travers cette monnaie justement que le continent africain, quand je dis continent africain, je parle de sa globalité, en l'occurrence la partie de l'UEMOA ou de la CEDEAO qui aujourd'hui est maintenue volontairement dans la pauvreté et c'est à cause de cette monnaie-là. D'où l'importance quand même de demander à ceux qui nous dirigent de sortir le plus rapidement possible de cette monnaie pour essayer d'ouvrir d'autres fronts, de créer autre chose qui va permettre justement de maintenir le pays, le continent africain dans la marche du progrès. Dans votre ouvrage, vous fustigez la politique française en Afrique. Expliquez-nous. Oui, en fait, c'est une question qu'on me pose plus souvent, mais en fait, on ne se bat pas contre la France en tant que pays, on se bat contre les politiques françaises. Parce que là aussi, il est important de le préciser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les politiques françaises, depuis longtemps, depuis Mathusalem, ont maintenu le peuple africain dans le sous-développement. Et face à cela aussi, la Chine est venue copier. Donc la Chine, ce n'est pas une puissance, disons, colonialiste, mais plutôt c'est une puissance impérialiste. Et là, c'est dangereux. Quand je dis l'impérialisme, vous savez, c'est une domination sur tous les plans. Et c'est pour cette raison aussi que nous pensons qu'aujourd'hui, on est en train de négliger, parce que la Chine achète tout en Afrique. Bientôt, je vous promets, même nos larmes africaines vont devenir à la propriété chinoise. C'est-à-dire que vous allez pleurer et les Chinois vont se pointer devant vous en vous disant « Vous n'avez pas le droit de faire sortir vos larmes parce que vos larmes nous appartiennent ».
Comment procède la Chine en Afrique? La Chine, comme je l'ai dit, achète l'Afrique à travers l'endettement. Vous avez vu le port disons de Djibouti, qui aujourd'hui n'appartient plus aux Djiboutiens. Vous avez vu le même scénario qui a été détropicalisé au niveau de Sri Lanka. Aujourd'hui, le Sri Lanka n'appartient plus aux Sri Lankais. Au contraire, ça appartient à la Chine. Et c'est cette façon d'endetter, de surendetter même, j'allais dire, l'Afrique qui aujourd'hui devient très très pénible pour nous. Et si on n'arrête pas cela, je vous assure que l'Afrique va appartenir à la Chine. Et cette façon d'endetter justement plaît les pays, nos dirigeants. Parce que quand je vois dans une interview le président de l'Angola ou de Mozambique qui disait justement qu'ils sont contents de la Chine parce que la Chine endette, mais vraiment à gogo, et ne demande pas de comptes. D'où l'importance d'aller toujours chercher de l'argent vers la Chine. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est que lorsque vous n'arrivez plus à rembourser ce que vous avez pris comme argent, la Chine va vous traduire devant les tribunaux commerciaux du monde entier, vous serez obligé de payer. Si vous avez les ressources minières, tant mieux, vous remboursez avec vos ressources minières. Si vous n'en avez pas, la Chine va tout simplement et bonnement hypothéquer votre port, ou en tout cas vos ressources que vous avez sur place. C'est pour cette raison donc, que je me dis que nous devrons ouvrir un front contre la Chine. Que reprochez-vous à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? Je portais un choix spécifique sur l'OMS comme j'aurais pu parler sur d'autres organisations internationales qui, à mon avis, ces organisations-là, moi je vais être franc avec vous, quittons ces organisations, l'Afrique n'a pas sa place dedans. Et ça, je l'ai dit depuis longtemps, ça fait des années que je l'ai dit. Malheureusement, on n'est pas écouté, mais heureusement qu'aujourd'hui, le peuple africain commence à comprendre la réalité. L'OMS, quand même, que ce soit OMS, ONU, Banque mondiale, toutes ces organisations bidons qui ne servent strictement à rien qu'à part à maintenir le peuple africain dans le domaine, dans le sous-développement, nous devrons les quitter. Donc l'exemple sur l'OMS, parce que comme c'est une patate chaude aujourd'hui liée à la pandémie du coronavirus, comme vous le savez, il était temps quand même qu'on fustige la manière dont cette organisation fonctionne. Si vous regardez la plupart des maladies que l'on découvrent en Afrique, ces maladies sont affiliées en fonction de leur zone de provenance. C'est-à-dire donc l'Ebola, donc ça vient d'un lieu, d'un pays ou d'une zone. On affecte cette maladie en fonction de la zone où elle a été retrouvée, que ce soit Ebola, mousse, Diagdé, chikungunya, etc., etc. Donc, on a vu qu'en 2020, quand le virus de Wuhan, qui est un virus chinois, est sorti, la Chine s'est dit non, il faut quand même changer parce que dire le virus de Wuhan, c'est rédhibitoire, en gros c'est gênant et ça crée de la discrimination. Donc la Chine a pesé de son poids pour que le nom du virus de Wuhan soit changé par coronavirus, après par Covid. Vous avez vu le variant Delta, on l'appelait comment au départ? Variant indien, ça a pris la connotation de variant ou en tout cas le nom de Delta. Alors que nous, depuis longtemps, c'est des noms barbares que nous avons supportés et qui venaient de l'Afrique. Pourquoi dites-vous que l'OMS a raté sa cible? Parce que quand on voit que l'OMS impose à ce que des recherches qui leur concernent, pour des pathologies qui leur concernent, auxquelles leur population est victime, oblige les pays africains à investir ou en tout cas à diligenter les recherches dans des maladies qui leur concernent. Et ce qui fait que nos propres pays n'arrivent pas du tout à s'occuper de leurs propres problèmes. C'est pour cette raison que je me dis que l'OMS, qui s'est définissé au départ comme étant le gendarme de la santé mondiale, n'a pas sa vocation, elle a raté sa cible. C'est pour cette raison que vous voyez même la plupart de nos pays africains aujourd'hui, ils refusent même d'investir dans la recherche, dans le développement des maladies qui leur concernent. Et le budget qui était alloué à cette recherche est détourné pour d'autres fins et l'OMS continue à diligenter ses propres recherches. On laisse par terre nos propres maladies. C'est pour cette raison que l'on doit créer nos propres modèles de santé. Il y en a un qui existe d'ailleurs, l'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, qui aujourd'hui vivote mais qui n'a pas reçu le soutien de l'ensemble des pays africains. Donc créons notre propre modèle. Ça existe en Amérique latine, ça existe au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais créons ce modèle-là beaucoup plus élargi et finançons nos recherches et imposons à nos chefs d'État quand même à investir dans la recherche et le développement. Tant que nous ne le faisons pas, on sera toujours les derniers des rangs. Vous avez donné votre position sur la Covid organique de Madagascar. Pouvez-vous nous en dire plus? Quand moi, personnellement, j'ai vu le président malgache s'exciter dans les plateaux de télévision, il disait qu'il avait trouvé un remède contre le coronavirus. J'étais très très content comme tout panafricain parce que quand l'Afrique découvre, on est content. Après, j'ai
remarqué qu'il n'y avait que lui qui parlait sur les chaînes de télévision, ni son ministre de la Santé ne parlait, ni le Premier ministre, ni aucun chercheur de l'IMRA, donc l'Institut malgache de recherche appliquée. Donc il y avait que lui qui parlait. Je me suis dit, bien, peut-être qu'il y a un problème, allons creuser. Donc je suis parti pour creuser, parce que subitement, je n'ai jamais, en tant que panafricain, je n'ai jamais entendu parler du président malgache. En tout cas, son panafricanisme, en tout cas, était inhibé. Nous, on ne voyait pas ce panafricanisme-là. Donc, un homme sort de nulle part en nous disant qu'il a trouvé le remède et qu'il est panafricaniste. Bon, ça sème le doute. Après, je suis allé faire des recherches à travers la maison de l'Artemisia, que j'ai envoyé des courriers qui m'ont dit disons que la formule avait été remis au président de Madagascar, mais qu'il en a fait autrement. Et c'est pour cette raison, et puis on voit automatiquement des sociétés qui étaient spécialisées dans la fabrication des boissons alcoolisées se transforment subitement en laboratoire de production de médicaments, ce qui est hors norme. Moi, je suis scientifique, je sais comment très bien ça se passe. Quand je vois la société Vizar, la société Bionex, qui sont des sociétés écrans qui appartiennent soit au président lui-même, soit à sa famille. Donc, il stimule la population à cultiver l'artémisia et il va racheter ses propres plantes. Donc ça sème le doute. Et deuxième chose, c'est ce que je le reproche. Moi, je ne reproche pas la manière dont il gère son pays. Il peut gérer son pays à sa façon. Cela ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas malgache, mais je suis africain. Mais quand on appelle la science, appelons la science telle qu'elle doit être appelée. Cheikh Anta Diop l'a démontré à travers la négritude au niveau pour l'Égypte. Il l'a démontré en utilisant la science. Donc pourquoi le président malgache ne met pas sur place la science pour démontrer à toute l'humanité entière que justement sa Covid organique marche. Mais en réalité, on s'est rendu compte que ça ne marche pas parce qu'il obligeait même les écoliers à prendre cette coction magique. Et également, on a même vu que celui qui vendait les mérites de la Covid organique mourir de cette maladie. Bon, c'est un peu caricatural, mais bon, on se demande vraiment l'utilité de cette plante. Et quand le jour que je me suis dit finalement tout cela était mensonger, que quand je l'ai entendu dire qu'il faut plutôt favoriser la culture de l'artémisia au détriment du riz. On sait très bien en Afrique, le riz quand même, c'est là où je me suis posé des questions. Et au finish, j'ai eu raison parce que non seulement le laboratoire qui fabriquait des gélules liées à, disons, à la Covid organique n'avait pas fait son rôle. On voit également que la CVO ne marchait pas parce qu'il faisait le confinement et le déconfinement à chaque bout de champ. On voyait qu'il ne voulait pas que la population soit vaccinée. Aujourd'hui, il a accepté que sa population soit vaccinée. On a vu que sa femme, qui était un tout petit peu la bras droite le bras droit du moins de l'OMS. Après, on se pose des questions, on s'est rendu compte qu'effectivement, qu'il y a vraiment un mystère boule de gomme. Donc c'est un chapitre qui est vraiment un peu large, je ne vais pas dévoiler tout le livre ici, mais quand même c'est un chapitre intéressant. Donc j'ai réussi tout de même, avec la simple modestie, à démontrer que tout cela était faux. Donc c'était de l'arnaque pure et dure inventée par le président malgache. Selon vous, la démocratie occidentale n'est pas applicable aux pays africains. Pourquoi? Je pense que beaucoup de choses, 99% des choses qui sont applicables en Europe ne le sont pas en Afrique. Et ça, c'est une vérité. C'est pourquoi on se bat, en fait. Parce que la démocratie, comme je l'expliquais, elle n'est pas née en Europe. La démocratie est née en Égypte en 694. Et ça a été détropicalisé de l'Égypte via un juriste qu'on appelle Salon, qui était un grec. Ensuite, il l'a adapté, il l'a remodelé en fonction de sa société. Donc, et cette démocratie est aujourd'hui celle qui est un peu modelée, rectifiée, recorrigée, ensuite mise à la place publique, dont tous les pays du monde entier aujourd'hui s'en offusquent, en tout cas s'en accaparent. Mais ce modèle de démocratie, elle n'est pas faite pour nous. Réinventons notre propre modèle de démocratie. Et j'ai proposé des solutions parce que si on voit la société africaine à la base, on a un chef de village, les chefs de village, disons les chefs de village, ils peuvent se réunir entre eux, et chaque chef de village, disons, par exemple, si un village élit le chef de village, on sait qu'en général, en Afrique, pour être chef de village, c'est héréditaire. Mais on peut rompre ce système-là en disant maintenant, dans chaque village, on va élire un chef de village. Ensuite, le village prochain va faire autant. Et si on a 10 chefs de village qui se réunissent pour élire le chef de village de toute cette zone, ensuite, les chefs de village vont se réunir pour créer des chefs de commune. Les chefs de commune vont se réunir pour élire les chefs de département. Ensuite, les chefs de département vont élire les chefs de région. Les chefs de région élisent le président de la République. C'est un modèle que l'on peut tester. Évidemment, pour le tester, on ne va pas le tester
tester dans un pays où il y a la dictature, on peut le tester au Rwanda ou au Sénégal, mais essayons quand même, essayons de réinventer notre modèle de démocratie en se basant sur nos coutumes, sur nos croyances, sur nos religions, sur nos totems. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on tente à chaque fois d'aller prendre des modèles de démocratie qui sont tripatouillés à gauche, à droite et que l'on essaie de l'imposer chez nous en Afrique, ça ne marchera jamais. Donc réinventons les choses. Il est temps maintenant que nous puissions réinventer notre propre modèle de démocratie sans pourtant se baser sur celle existante qui aujourd'hui ne répond pas à nos valeurs. Quelles sont les solutions que vous proposez pour une bonne gouvernance? J'ai donné des ébauches de solutions. Dans chaque solution, on peut ouvrir un livre pour proposer, pour montrer la voie. Parce que c'est ça qui est bon aussi. Mais proposer des ébauches de solutions, c'est quand même déjà bien. Et je crois que la première des solutions, c'est de bâtir une Union africaine solide. Et je ne parle pas d'une Union africaine qui est financée à 90% par l'Union européenne et dont les bâtiments et les sièges sont construits par la Chine avec des ordinateurs infestés de virus chinois. Je veux parler vraiment d'une vraie Union africaine, l'union des cœurs et l'union des terroirs. Tant qu'on ne fait pas ça, on va continuer à manifester pendant des siècles et des siècles sans que rien ne marche. Il faut aussi construire une armée commune, une défense commune et par la suite aussi construire, disons, la monnaie, une monnaie africaine commune. Si on arrive à faire cela, je vous assure qu'on va être respecté par tout le monde. Parce que nous avons tout. L'Afrique n'envie pas aux autres continents parce que l'Afrique a tout. L'Afrique a la jeunesse, l'Afrique a la science, les connaissances, l'Afrique a des ressources minières et énergétiques. Donc pourquoi nous ne pouvons pas faire comme les autres puissances? On ne va pas me dire ici, ce n'est pas possible. C'est pour cette raison donc, que je propose à ce que nous puissions quand même faire cette Union africaine et sortir de cette monnaie. Et je vais terminer peut-être sur ça. La monnaie, pour moi, ce n'est pas une question technique. La monnaie, c'est une question politique. Donc, face à des problèmes politiques, on apporte des solutions politiques. La question du djihadisme est centrale dans votre ouvrage. Expliquez-nous. Dans ce livre-là, j'ai passé mon temps à décortiquer les mouvements djihadistes, à savoir l'insécurité au niveau du Sahel. Quand je dis Sahel, parce que c'est le prototype physique, factuel de l'insécurité au niveau de l'Afrique. Vous savez, ces mouvements djihadistes, il y a 3 dates qu'il faudrait vraiment réfléchir, comprendre. Dans cet ouvrage, j'ai voulu expliquer la naissance de ces mouvements djihadistes, leur manière de travailler, leur manière de combiner avec la France, etc. Et en 1991, il y a eu les élections législatives au niveau de l'Algérie. Il y a un parti qui a gagné l'élection, mais l'armée a refusé. L'armée a dit note que le parti n'a pas gagné. Donc ce parti-là, je crois que c'est le Fonds islamique du salut. Ce Fonds islamique du salut s'est transformé automatiquement en groupe salafiste de revendication à caractère vraiment djihadiste, un groupe armé. Donc ce groupe armé-là a été infiltré par les services secrets français algériens qui a été repoussé vers le nord du Mali. Et par la suite, c'est en 2007 que ce groupe-là, ce groupe de djihadistes qui a fait allégeance au niveau de l'AQMI, de Al-Qaïda. Al-Qaïda maison mère. Ensuite, d'où la naissance de Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Ensuite, AQMI, à un moment donné, il y a eu des tensions comme dans tout mouvement djihadiste, en tout cas dans tout mouvement armé. Il y a une faction qui est sortie pour créer le Moudjahou. Ensuite, au niveau du Moudjahou, il y a d'autres factions, une autre faction qui est sortie qu'on appelle El Maraboutine. Donc Moudjahou et El Maraboutine vont se fusionner pour créer un autre mouvement djihadiste qui mène une lutte armée, donc djihadiste. Mais de l'autre côté du Mali, au nord du Mali, il y a un mouvement, pas un mouvement, oui je peux l'appeler mouvement parce que c'est MNLA, c'est le mouvement national de libération de l'Azawad, qui sont des indépendantistes qui réclament l'indépendance de l'Azawad. Et par la suite, ce mouvement-là, il y a un autre mouvement qui est issu de ce même mouvement, qu'on appelle Ansardine, qui a été créé par Iyad Ghali. Ensuite, donc ils ont fusionné les efforts parce que Iyad Ghali, justement, Ansardine voulait créer un État islamique au sein de l'Azawad. Donc ils ont dit, on va s'unir, on va lutter pour notre indépendance, ensuite on va négocier. Et par la suite, il y a une dislocation entre ces deux mouvements-là parce que l'un était pour l'indépendance, l'autre était à caractère, disons, djihadiste, etc., charia. Donc, ce n'était pas compatible. Mais quand même, ils ont eu à travailler ensemble. Et de l'autre côté aussi, vous avez en 2012, quand le président Amadou Toumani Touré a été balayé par le capitaine Sanogo, vous avez constaté que le MNLA et Ansardine ont récupéré la ville de Gao.
Et par la suite, vous avez également remarqué qu'Ansardine et AQMI ont fusionné pour récupérer la ville de Tombouctou. Donc ça, c'est de l'histoire qui est connue par tout le monde. Donc, c'est-à-dire donc c'est des mouvements de djihadistes qui travaillent les uns avec les autres. Les missions Barkhane, Serval ou Takuban ne servent à rien selon vous. Pourquoi? Vous avez vu avec la mission Barkhane. La mission Barkhane, au départ, c'était la mission Serval en 2013, la mission Barkhane, maintenant la mission Takuba qui aujourd'hui représente plus de 5000 hommes. C'est des missions qui ne servent absolument à rien. Ils ne veulent pas que les Africains, il ne faut pas en tout cas que l'État malien négocie avec les djihadistes, alors qu'eux-mêmes dans la nuit aillent négocier avec les djihadistes. Il ne veut pas que le peuple malien accède, notamment son président, aille à Kidal, alors qu'eux, ils ont le droit d'aller à Kidal. Donc on ne comprend rien. Selon vous, ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent négocier avec les djihadistes afin de trouver une solution durable? Si on donne la possibilité, nous, de négocier avec ces mouvements djihadistes, nous allons le faire parce que nous avons nos propres coutumes. On sait très bien que dans une famille, il peut y avoir des tensions, mais nous sommes civilisés, nous savons comment gérer nos problèmes. Et le jour qu'on le fera, vous allez voir que ces missions djihadistes-là vont tout simplement quitter l'Afrique. Et je pense que c'est l'unique solution. Et si on arrive à le faire, je vous assure que la paix va revenir définitivement au niveau du Sahel. Parce que la Deuxième Guerre mondiale a duré, je crois, c'est 5 ans, ou 6 ans, 14, 18, 39, 45. Alors que depuis 2013 jusqu'à maintenant, la mission Serval, Takuba, Barkhane est en Afrique, au Sahel notamment. Jusqu'à présent, le nombre de djihadistes n'augmente pas, il stagne d'ailleurs, alors que le nombre de soldats augmente. Le nombre de femmes violées augmente et le nombre de soldats augmente, alors que le nombre de djihadistes ne diminue pas. Il est stagnant. 500 hommes pour 14 000 ou 15 000 soldats. Nous sommes à la fin de cette entrevue. Avez-vous un message précis à lancer aux leaders africains? Si j'ai un message à lancer aux leaders africains, la seule chose que j'aimerais leur dire, c'est que nous ne sommes pas leurs ennemis parce que nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des frères. C'est-à-dire qu'il faut que les leaders africains aient confiance en nous. Ils savent très bien que les partis politiques là aujourd'hui ne servent à rien. Aujourd'hui, ceux qui combattent pour la liberté et pour la dignité du peuple africain, c'est nous les activistes. Et ça, c'est une vérité, ils le savent très, très bien. Ce que nous voulons, c'est qu'ils laissent les gens s'exprimer. La liberté de parole, la liberté d'exprimer, la liberté de combattre, la liberté de montrer le chemin du développement. Parce que eux, ils sont noyés dans ces accords de coopération, dans ces accords bidons qui ne servent à rien. Ils sont maintenus dans l'eau, la tête dans l'eau. Donc il n'y a que nous qui pouvons les y aider si eux, ils nous donnent l'opportunité de le faire. Ça, c'est très, très important parce que je vois que dans beaucoup de pays africains, les activistes sont emprisonnés, on les empêche le droit de parler. Vous avez également un message pour la jeunesse africaine dans sa globalité. Si j'ai un message à lancer au peuple africain, c'est le suivant. Qu'ils lisent d'abord leur propre histoire. Ensuite, qu'ils croient en eux. Il ne faut pas qu'ils aient confiance ni à la Russie, ni aux États-Unis, ni à la France. Il faut avoir confiance en soi-même. La Chine a compris le chemin, elle a eu confiance en elle-même, elle s'en sort. Le Japon, c'est pareil. Toutes les nations du monde qui ont subi les atrocités les plus extrêmes, les plus abyssales, se sont ressaisis. Après, ils ont marché paisiblement vers le développement. Nous, nous avons tout. Nous devrons faire pareil parce qu'ils ne sont pas mieux que nous. Nous sommes la base de l'humanité. Donc, soyons courageux, croyons en nous. Utilisons la science qui n'appartient pas à personne. La science appartient à tout le monde. Utilisons la science pour montrer le chemin du développement. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Moi, je suis scientifique. Les minimums de connaissances que j'ai apprises au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ici en France, j'essaie de les utiliser à ma manière pour montrer la lumière, le salut au peuple africain. Et c'est pour cette raison que j'aimerais aussi lancer un message aux universitaires. Vous savez, l'université, bon, excusez-moi du mot, c'est une vérité. Des gens qui récitent sans rien comprendre. L'université n'est pas faite pour apprendre aux gens à devenir des perroquets, à se répéter. L'université doit former des intellectuels qui seront un jour capables de redresser le continent. Si une université n'arrive pas à former des intellectuels qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes et de montrer la voie du succès, la voie du salut et du développement, cette université doit être fermée. Parce que le but de l'université, c'est justement de faire de l'éveil de conscience. Le dernier message que j'aurais lancé à nos dirigeants, c'est de tout faire pour quitter ces monnaies coloniales,
pour bâtir une Union africaine solide, même s'il faut, même nous, les gens de la diaspora, on est capable de cotiser pour eux, pour que l'Union africaine puisse renaître de ses centres. Et je vais terminer sur ça. Et je le répète, et je vais toujours le dire, s'il faut brûler toute l'Afrique dans son ensemble, ben alors nous allons brûler toute l'Afrique dans son ensemble pour que puisse renaître à une seule condition de ses cendres, une nouvelle Afrique digne de son nom, avec des hommes intègres, des patriotes, des gens qui sont capables de montrer la voie du chemin, le chemin du développement, comme l'a tenté de faire Cheikh Anta Diop, comme l'a tenté de faire Thomas Sankara. C'est l'unique message que j'aimerais lancer au peuple africain, qui se réveille, qu'on bouge et puis qu'on redéfinisse le nouvel ordre mondial. Comme eux, ils veulent créer le ordre mondial, nous aussi, nous allons créer notre nouvel ordre mondial à l'africaine.